Je n'ai pas de PowerPoint pour une raison théorique profonde, c'est que ceci est une communication orale et je pense qu'il faut toujours, c'est une sorte de dogme pour moi, il faut toujours travailler en fonction du support qu'on a choisi. Le support, le média en quelque sorte est une communication orale, donc je vais tenter dans la mesure du possible d'improviser un peu à partir de quelques notes afin de mieux coller à la spécificité médiatique du support du média qui nous réunit ici ce matin et qui est donc la communication orale. Je m'excuse d'avance de tous les bafouillements, de tous les bégaiements, de toutes les redites, de toutes les bêtises, mais ça fait partie du jeu. Enfin, je l'espère en tout cas. Je tente aussi j'ai tenté de m'adapter un peu au contexte du colloque, disons en tant que pratique institutionnelle. Et les colloques aujourd'hui ont un volet social important. Un des volets sociaux de ce colloque, ce sont les lectures de ce soir, organisées par Bleu Orange, par Ariane et ses amis et complices. Et ce que je tenterai de vous expliquer anticipe déjà en partie sur la petite lecture que je vous ferai ce soir. Parce que l'objet de ma communication va sans doute pourrait revenir ce soir. Voilà. Mon point de départ est très simple et c'est quelque chose avec c'est une conviction qui est sans doute partagée par nous tous, savoir que le support, quel qu'il soit, ça peut être un mur, un livre, la toile, etc. Le support n'est jamais un support neutre ou transparent. On peut faire comme s'il se prêtait à l'œuvre qu'on tente de faire, mais je pense qu'on a tous intérêt à, dès le début, bien intégrer la spécificité médiatique du support en fonction duquel on travaille. D'où, et c'est le problème que j'aimerais aborder ici, d'où le problème de la migration des œuvres d'un support à l'autre. Aujourd'hui, tout est censé circuler librement. On vit, on vit une époque formidable, bien entendu, mais tout n'est pas formidable. Et un des éléments qui, à moi, me pose souvent problème, c'est la dimension, transmédia de l'époque qu'on vit. Tout est censé, tout doit circuler d'un support à l'autre, d'un média à l'autre. Il faut que les œuvres soient pensées et pratiquées comme des œuvres transmédiatiques, ce qui, dans bien des cas, fonctionne parfaitement bien. Dans d'autres cas, ne fonctionne pas du tout. Et ça ne fonctionne pas du tout en poésie. Je fais un peu de provocation, bien entendu. Et ce qui ne va pas, ou ce qui pose problème en poésie aujourd'hui, puisque je voudrais me concentrer sur la poésie contemporaine, la poésie moderne, si vous voulez, c'est cette affreuse pratique institutionnelle qu'on appelle la lecture publique de la poésie. C'est atroce et immonde. J'y participe, bien entendu, avec plaisir. Je tente de détourner un peu, de saboter dans certains cas cette pratique. Mais pourquoi est-ce que cette pratique me pose problème? Et elle est devenue aujourd'hui universelle. Et on est censé, là aussi, jouer le jeu. On n'existe plus en tant qu'auteur si on refuse de participer à ce type d'intervention. Mais je trouve que c'est hyper dangereux. Hyper dangereux du point de vue, de la qualité littéraire de ce qui se passe dans ces soirées, ces rencontres, etc. Pourquoi? Vous avez déjà compris pourquoi. La lecture publique est un exemple typique d'une migration médiatique. On passe généralement du livre, du papier, de l'écrit à la voix, à la scène. Je n'ai absolument rien contre la voix, bien au contraire.
Je n'ai absolument rien contre la scène, bien au contraire. Ce qui me pose problème, c'est le fait qu'on fait comme si le passage de la vue, de l'écrit, du papier, à la voix, à la mise en voix et à la mise en scène, fait comme si ce passage était un passage innocent qui ne prêtait pas à conséquence. Cette idée me paraît totalement fausse et va totalement à l'encontre de ce que nous appelons la poésie moderne, disons grosso modo depuis le coup de dé de Mallarmé. Depuis le coup de dé, la poésie moderne contemporaine est une poésie qui s'adresse essentiellement à l'œil, au regard, dont les structures, le fonctionnement est tel qu'il ne peut... la poésie moderne ne peut s'apprécier, ne peut fonctionner que dans ce contexte-là et souffre beaucoup de cette migration. Vous pouvez être en désaccord total et j'en serais ravi puisque j'aime beaucoup qu'on me contredise, j'aime beaucoup qu'on m'attaque, j'aime beaucoup qu'on m'enfonce, peu importe. Je fais un peu de provocation, mais essayez par exemple de vous imaginer ou essayez par exemple de vous imaginer comment lire lorsqu'on est sur scène un enjambement. C'est quelque chose de bête comme tout lorsqu'on écrit, même s'il faut veiller à éviter les enjambements, c'est trop facile, donc il faut faire attention à ne pas en abuser. Mais lorsqu'on lit à voix haute des enjambements, ça devient tout à fait autre chose, très souvent artificiel et totalement à côté de la plaque. Je n'invente rien. L'an dernier, j'ai publié un livre qui s'appelle « À voix haute », poésie et lecture publique, qui analyse la manière dont beaucoup d'auteurs, dont Balzac, parlent dans leur fiction. Donc il ne s'agit pas, disons, de témoignages directs, il s'agit de fiction, Balzac, Proust jusqu'à aujourd'hui, la façon dont ces auteurs décrivent, disons, la faillite de la mise en voix et de la mise en scène de la poésie faite pour être lue silencieusement, noir sur blanc, si vous voulez. Là aussi, j'exagère un peu, mais ces témoignages fictionnels sont parfois hilarants. Pensez par exemple à la manière dont le narrateur, chez Proust, rate complètement la grande lecture ou les grandes lectures de la Berma. Vous vous rappelez tous ces scènes fameuses. Voilà. C'est mon point de départ. Donc, migration, attention, évitons cela. Mais comme j'aime les contraintes, et comme j'aime beaucoup me contredire, puisqu'il m'arrive aussi d'écrire moi-même, j'ai essayé de faire un texte, un livre, qui se prête à ce genre de lecture à voix haute et sur scène. Et il s'agit de ce livre, Ce Monde, qui est un long poème qui fait plus de 40 pages et qui a été fait spécialement pour une lecture, disons, double ou mixte. C'est un texte, bien entendu, qui doit pouvoir se lire noir sur blanc dans le livre, mais qui devrait aussi se prêter à une lecture publique. Donc une lecture à voix haute face à un public vivant, qui a la possibilité de réagir et par exemple d'interrompre l'auteur. Des choses qui arrivent tout le temps. Vous allez voir ce soir, il faudra couper la parole à ceux qui, par exemple, tendent à essayer de déborder ou de ne pas respecter le temps, la parole accordée, le temps de parole accordé. Alors, comme je tente aussi d'être logique avec moi-même, j'ai tenté d'écrire, de repenser ma façon d'écrire, qui vise essentiellement l'écrit, la vue, le regard, etc. J'ai essayé de repenser ma façon de faire et j'ai notamment intégré 2 contraintes spéciales. Enfin, ce n'est pas des contraintes spéciales, mais des contraintes pour moi nouvelles et des contraintes que j'ai introduites pour permettre la migration. Et ces contraintes sont les suivantes. C'est d'une part
j'ai tenté de respecter disons, la règle de base du vers libre traditionnel. Chose pour moi nouvelle, j'entends par vers libre traditionnel un vers qui peut être long, qui peut être court, mais où on ne passe à la ligne qu'après, disons, après la clôture du vers. Il faut que chaque vers introduise ou présente une seule idée, et on ne peut passer à la ligne qu'après la fin, la terminaison de l'idée. C'est le vers libre traditionnel. Je pourrais vous lire 2-3 vers, mais ce n'est peut-être pas très important. Vous connaissez le principe. Pourquoi est-ce important? Parce que c'est le vers libre, bien entendu, traditionnel, qui se prête bien à ce type de lecture à voix haute, donc une sorte de poésie parfaitement linéaire, séquentialisée. On peut très facilement épouser oralement le rythme du texte. Règle 1, contrainte 1, contrainte 2, et là c'est déjà un peu plus particulier, il faut que le texte puisse s'arrêter, se clôturer, se terminer à n'importe quel moment. C'est-à-dire, je commence à lire, et après le premier vers, le public doit avoir l'impression que le texte est terminé, que c'est un poème d'un vers. Je continue, bien entendu, tant qu'on me permet de continuer. Et après le deuxième vers, le public a également l'impression que le poème pourrait s'arrêter là. Idem, après le troisième vers, etc. etc. C'est une contrainte que je n'ai pas inventée. Je me suis inspiré d'un roman d'un oulipien, Jacques Jouet, qui s'appelle Fin, F-I-N-S, qui obéit au même principe. C'est-à-dire que c'est un roman divisé en, 60 chapitres, enfin peu importe. Et après chaque chapitre, on a l'impression que l'histoire est vraiment bouclée, qu'elle est terminée, qu'elle est complète. Puis on continue à lire, etc. etc. Et à chaque, on peut s'arrêter n'importe où. Et ces deux contraintes sont, à mon sens, indispensables lorsqu'on veut, disons, faire migrer un texte poétique du livre à la scène. Parce que, il faut qu'on puisse le lire, l'oraliser facilement, d'où ce vers libre un peu vieillot. Le vers libre aujourd'hui traditionnel est vieillot, mais c'est le type de construction poétique qui se prête le mieux à cette oralisation. Et il est hyper important de pouvoir s'arrêter à n'importe quel moment. Il arrive souvent que dans ces soirées de lecture, on vous demande de lire pendant 7 minutes, et puis il y a un problème avec le micro, ou je ne sais pas quoi, et le responsable vient vous dire, arrêtez quand même après 3 minutes, ou après 4 minutes, ou le propriétaire du bar ne veut pas que la lecture s'éternise, puisque les gens ne consomment pas pendant qu'on lit, donc allez accélérer un peu et essayer de terminer. C'est des choses qui arrivent, qui ne vont pas arriver à Montréal, puisqu'ici on est dans le meilleur des mondes, mais ça c'est la réalité de tous les jours. Voilà. Alors, deuxième temps, et je tente d'accélérer un peu aussi, que se passe-t-il lorsqu'on tente de faire migrer un texte pareil, non pas de la page à la scène, mais de la page à l'écran. Il se passe tout simplement ceci, que je sais que moi je lis mal. Je ne suis pas un bon lecteur, je ne suis pas un bon performeur, mais heureusement, j'ai des amis qui performent très bien, qui sont des poètes sonores, bruitistes, performeurs, et l'un d'eux, Vincent Tholomé, m'a fait le plaisir de réinventer une partie de ce texte, spécialement pour une publication, une nouvelle édition en ligne. Vous allez trouver cette... je tente de piquer un peu votre curiosité sur la page du livre sur le site de l'éditeur. Et Ariane m'a déjà promis de l'intégrer aussi à Bleu Orange. Merci Ariane.
Voilà, c'est comme ça qu'on prend des décisions dans le petit milieu littéraire. Je plaisante. Elles tombent tout à fait des nues. Voilà. Donc, ce que vous trouvez, ce que vous pourriez trouver sur le site, la page du livre, c'est une réinterprétation de ce texte par un poète bruitiste, sonore, performeur, etc., qui en a fait quelque chose de tout à fait différent. Alors, qu'a-t-il fait? Il a fait quelque chose de très intéressant. Il a fait essentiellement deux choses. Premièrement, il n'a pas, disons, abusé de toutes les possibilités qui sont offertes aujourd'hui par la publication numérique. Donc, c'est une réinterprétation extrêmement sobre qui n'abuse pas, disons, de tous les gadgets technologiques qu'on pourrait ajouter, greffer sur la simple lecture. C'est un premier élément. L'autre élément, deuxième élément, c'est qu'il a décidé de casser radicalement la linéarité du texte. Non pas en refusant la séquence, donc il se met à lire du début à la fin, mais de temps à autre, il fait des interventions très discrètes du genre, il répète par exemple des vers, ou il superpose, puisqu'il a quand même manipulé un peu, il superpose deux vers, etc. Ou il rend certains vers quasiment inaudibles, alors que d'autres sont présents de façon très... sont quasiment, n'ose pas dire hurlés, mais quand même, disons, prononcés plus clairement que d'autres. Et l'effet qui en résulte est... je vous ai dit que le principe de base était tout simplement la séquence de vers libres. Et si vous allez sur le site, si vous écoutez le texte, puisqu'il n'y a rien à voir, c'est uniquement écouter, si vous essayez de transcrire ce que vous entendez à l'écran, il est parfaitement impossible, j'en fais le pari, de retrouver la structure initiale donc, des vers libres. Donc on ne comprend pas du tout, et c'est tant mieux, ou disons, on ne voit pas du tout les moments où l'on passe à la ligne, pour ainsi dire. Et c'est une décision extrêmement intelligente, puisque passer à la ligne, c'est typique d'une publication papier. Lorsqu'on performe, lorsqu'on oralise un texte, passer à la ligne n'a aucun sens. Donc il faut essayer de trouver autre chose. Et ce que lui a trouvé, enfin, en remplacement, disons, de cette contrainte écrite, visuelle, qui ne marche pas du tout lorsqu'on met un texte en voix et en scène, il a tenté de construire, d'élaborer une sorte de paysage sonore où on a l'impression d'écouter une sorte d'ondulation. Je m'exprime de façon un peu vague et métaphorique, mais c'est l'impression qu'on a. Ondulation qui, tantôt, s'éloigne de la personne qui écoute ou qui tente d'écouter, et tantôt s'approche d'elle ou de lui. Et cette alternance, cette tension entre proximité et éloignement, dans le contexte de cette ondulation, est une façon, enfin, en tout cas c'est comme ça que moi je le comprends. Il a eu carte blanche en faisant ce qu'il a fait, bien entendu. Je ne suis pas du tout intervenu pour dire, bon, fais ceci, fais cela. Il avait entièrement carte blanche. Cette tension entre, disons, proximité et éloignement, non pas dans l'espace, mais dans le temps, est pour moi, disons, un équivalent tout à fait acceptable de ce que j'ai essayé de faire noir sur blanc. Je conclus. Je vous donne tout simplement 3 mini-conclusions, juste 3 phrases. Première conclusion, lorsqu'on fait une mise en voix, qu'il s'agisse d'une mise en voix sur scène ou d'une mise en voix sur la toile, il est très important de
disons, de se rendre compte qu'il est capital de transformer le texte. Si on tente de coller au texte pour y ajouter, disons, une dimension sonore, on va droit dans le mur. Enfin, ça peut être bien dit, etc. Il y a des gens qui lisent bien, mais on rate, on écrase la spécificité de l'élément de départ sans suffisamment tenir compte de, disons, des contraintes, du contexte, de la spécificité du nouveau support. Moi, ça me paraît une évidence. Deuxième élément, deuxième conclusion, la migration de l'œuvre d'un support à l'autre, en l'occurrence du livre à la toile, mais d'autres combinaisons, d'autres possibilités sont bien entendu pensables. Cette migration ne doit pas être pensée disons, de manière linéaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas d'une source à une cible. Il faut penser plutôt à quelque chose de l'ordre du déploiement d'une œuvre en plusieurs médias. Donc on ouvre l'éventail des possibles. Et troisième conclusion, ce sera la dernière, dans cet éventail médiatique, théoriquement ouvert à toutes les migrations et toutes les transformations possibles, il faut abandonner aussi l'idée de hiérarchie. Pour moi, la version du texte que vous trouvez sur la toile n'est pas un dérivé du texte original, c'est tout simplement une création nouvelle qui a exactement le même statut que l'œuvre entre parenthèses ou entre guillemets, originale. Il s'agit d'une sorte d'appropriation, et une appropriation a autant de, sinon plus de valeur que la création originale. Voilà plus ou moins ce que je voulais vous expliquer. J'espère vous avoir à la fois convaincu et irrité, mais on verra dans le débat. Merci. Merci.